et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne où on parle de vous, de nous et où on se nourrit les uns les autres de nos questionnements sur la vie. Ce soir, j'ai promis de répondre au message que m'a envoyé hier soir Métis. Métis qui demande si on peut pardonner en ayant toujours dans le cœur la peine causée par les mots d'un proche que l'on aimait très fort. C'est une belle et vaste question, Métis, que celle du pardon. Pardonner, c'est se libérer du passé, c'est aussi le moyen de corriger nos erreurs de perception en nous libérant de nos rancunes, de nos remords à l'égard des autres. Par le pardon, nous devenons libres d'embrasser le présent sans éprouver le besoin de rejouer le passé. Par le pardon, nous pouvons mettre un terme au cycle sans fin de la culpabilité ou de la haine et voir les autres ainsi que nous-mêmes avec un regard d'amour. De même que la paix intérieure est notre but, le pardon est notre seul outil qui nous délivre. Un chaman hawaïen a développé une philosophie dont les origines remontent à l'antiquité hawaïenne et qui est un bel outil d'évolution personnelle. J'avais envie de vous en parler ce soir. Cette philosophie se nomme Ho'oponopono et permet de se libérer des vieux schémas en demandant par une phrase qui se dit comme un mantra afin que toutes nos mémoires erronées en rapport avec une situation s'effacent. Ce petit mantra, je vous le livre ce soir. Il dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est un message de pardon, de compréhension et d'amour qui nous rend libres et créateurs de notre vie. C'est comme un chemin. Alors oui, Métis, je vous le confirme, non seulement on peut pardonner, mais c'est même une liberté que l'on gagne avec soi quand on trouve le chemin du pardon. Alors ce soir, dans la libre antenne, nous allons invoquer simplement l'esprit d'amour des chamans hawaïens afin de guérir de nos blessures. Jeanne et Geoffrey sont là au standard pour accueillir vos appels au 39 21. Et c'est Julien Jaffré qui réalise avec plein de sagesse cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Marie. Marie, vous êtes là ? Oui, vous êtes Sophie, là. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je voulais donner mon témoignage sur le pardon. Oui. J'ai eu un pardon très difficile à donner en ce qui concerne ma maman, qui ça ne s'est pas bien passé. Disons. Oui. Ça a été très entre vous et elle. Oui. Oui. Je peux pas en dire plus, mais c'était condamnable. Donc, j'avais 5 ans, entre 5 et 11 ans. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vivais pas. Oui. Voilà. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour accéder au pardon. Et quel chemin vous avez emprunté, Marie, pour y accéder ? J'ai été obligée d'accéder à un chemin spirituel chrétien, à une session d'agapé. C'est-à-dire, il y a l'éros, le philia et l'agapé. Donc, après plusieurs retraites. Oui. Plusieurs retraites de guérison intérieure. Oui. Et ça n'a pas été du tout évident. Non, j'imagine, oui. Je me heurtais à un mur et C'était quoi le mur quand vous dites je me heurtais à un mur ? Avec vous-même ? Non, non, pas du tout. Pas non, du tout. avec elle, vous voulez dire ? Un refus de ma mère d'accepter au moins une part de culpabilité et au moins d'accepter de me demander pardon. Oui. D'une façon ou d'une autre, que ça soit d'une manière maternelle, que ça soit pas spécialement, je lui demandais pas de se mettre à genoux devant moi, mais d'être franche, vraie, d'être vraie avec moi, d'être vraie et d'être mère. Et d'être mère. Et ça, vous avez dû l'abandonner, Marie ? Et alors, j'ai dû l'abandonner. Mais oui, bien oui. Oui, bien sûr. Oui.
Oui. C'est là où vous voyez votre témoignage est très beau parce que le pardon, c'est aussi un chemin avec soi. C'est un chemin qui passe par l'autre, mais entre soi et soi. Tout à fait. Oui. Et c'est à partir du moment où j'ai lâché prise, oui. où j'ai pardonné, mais sans attendre, toute seule, sans rien attendre, oui. que bien sûr, il s'est passé pour moi un détachement et donc une paix. Oui, comme une délivrance un peu. Oui, une délivrance. Et elle est partie, elle est décédée. Oui. Et mais avant qu'elle soit décédée, j'avais fait j'avais fait une session et donc je m'étais confiée à un prêtre. Oui. Et j'étais vraiment très en colère. J'étais vraiment très en colère. Et surtout quand ce prêtre m'a dit allez lui demander pardon. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Oui. Pourquoi je vais demander pardon à ma mère alors que c'est elle qui est en tort? Bien sûr, oui. C'est elle qui, entre guillemets, m'a tuée. Oui. Hein? Vous me comprenez? Bien sûr, Marie. Oui. Donc, mais oui, c'est très compliqué. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Mais par contre, je suis rentrée dans une paix, comme je vous ai dit, j'ai lâché prise. Voilà. Et après son décès, j'ai beaucoup prié pour elle. Et pour la première fois, je l'ai vue maternelle et couchée comme si elle était mourante, couchée, et me prenant les mains et me regardant comme elle m'avait jamais regardée et me disant pour la première fois merci. Ah, c'est beau. Et elle est partie. Je sais qu'à ce moment-là, elle a pu partir bien. Apaisée, bien sûr. Mais je veux dire, ça s'est passé après sa mort, ça. Parce que finalement, vous voyez, elle avait en elle... Elle n'arrivait pas à vous dire pardon parce qu'elle portait sa culpabilité sans doute aussi. Et que vous, avec votre attitude, vous l'avez délivrée de ça. Donc elle a... Oui, vous voyez mais c'est quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Parce que son regard était devenu maternel, reconnaissant. J'ai vraiment, à ce moment-là, connu ma maman. Après cela, je l'avais pas connue avant. Oui. Vous voyez que c'est comme, votre témoignage est très très beau, très très touchant et très apprenant, Marie, parce que il montre à quel point notre liberté intérieure, notre façon d'être, peut nous libérer, mais libérer l'autre aussi de quelque chose quelquefois dans lequel on se sent coincé. Ah, ça l'a complètement libérée. Je suis sûre que vous avez fait le trajet pour elle, vous voyez. Là où elle est maintenant et bon, il n'y a plus, je n'y pense plus, si vous voulez. Oui, parce que ça vous a libéré. Non, mais vous êtes plus libre du coup. Ça me soucie pas comme avant. Oui. Mais ce qui est terrible dans ces personnes comme ceux qui ont commis des crimes pendant la guerre, etc., c'est ce refus de penser qu'ils sont coupables. Et ils font porter la culpabilité sur en ce qui me concerne, sur moi. Et je veux dire que elle ne m'a pas ménagée. Oui, parce qu'elle n'arrivait pas à la porter elle-même. Et vous, vous l'avez par votre attitude délivrée de ça, par le pardon. Vous voyez, c'est ça aussi. Oui, mais il a fallu combien d'années? Ah bah oui, je suis d'accord, Marie. C'est un vrai chemin, oui. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que elle avait tellement peur que ça soit révélé.
que ça soit révélé, que elle entraînait des rumeurs dans la famille, dans le voisinage, chez tous les médecins chez qui j'allais, etc., etc. Et donc c'est surtout ça qui m'a fait le plus de mal après. Voyez-vous, c'est son attitude. C'est-à-dire qu'elle était tellement convaincue que c'était faux, que finalement, c'était presque moi qui étais coupable. Oui. Mais alors justement, Marie, Nadège envoie un message qui va dans ce sens que je voudrais partager avec vous parce que ça me paraît intéressant. Elle dit « Mais pour pardonner, ne faut-il pas d'abord se reconnaître blessé, souffrant, puis pouvoir mettre des mots car pardonner, ce n'est pas gommer, c'est ça qui est difficile. Mais c'est vrai, c'est se reconnaître blessé et souffrant. Et finalement, c'est ce que vous avez fait. C'est le trajet que vous avez fait. Toute ma vie. Mais voilà. Toute ma vie. Ouais. Mais ce qui m'a fait le plus de mal, c'est dans ce genre de personnage, parce que je peux pas appeler ça autrement. Ils sont persuadés, ils occultent complètement leur faute, tellement c'est ignoble, horrible. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à la porter, Marie. Bien sûr, bien sûr. Oui, et alors à ce moment-là, ils vont colporter n'importe quoi sur vous, et ce qui fait que ça va jouer dans votre vie toute votre vie. J'ai porté ça toute ma vie jusqu'à sa mort. Oui, sauf qu'en lui pardonnant, vous l'avez libéré et vous vous êtes libéré du même coup. Oui, d'accord. Vous voyez, il y a Michel qui envoie une phrase de Bouddha qui dit « Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est savoir que rien ne sera comme avant ». Il y a de ça, finalement. Marie, vous êtes là ? Oui. Vous voyez ? Rien ne sera comme avant. Non, c'est savoir que rien ne sera comme avant. Ce sera plus jamais pareil. Mais c'est pas oublier, effectivement. C'est pas ni gommer ni oublier. C'est accepter que les choses vont être telles qu'elles sont parce qu'il s'est bien passé quelque chose. Mais vous avez raison. Moi, ce dont j'ai le plus souffert, c'est son attitude après. Oui. C'est son attitude après, parce que je veux dire que elle n'a pas pu être maternelle après, si vous voulez. Bah oui. Hein? Bon, elle n'a pas pu non plus permettre à mon père de s'approcher de moi, ou du moins lui était au courant, et du coup il ne s'est pas approché de moi, de peur qu'après ça soit lui qui soit mis en cause. Non, c'est très grave. Vous voyez ce dont je veux parler. Oui, tout à fait. Donc c'est très grave. Donc après, vous avez cette réputation de menteuse. Après, on vous fait prendre pour folle. Attendez. Vous le savez, ça. Hein? On vous met facilement en clinique. Hein? Bon, tout ça, je l'ai vécu. Après, les psys ne sont absolument pas à l'écoute. Hein? Ils écoutent quoi? Hein? La personne qui est bien placée dans la haute société, à qui on n'a rien à reprocher, etc. Et donc qu'on va croire plutôt que moi qui suis un petit peu troublée, il y a de quoi. Les choses ont changé quand même. Enfin, ça a un peu évolué aujourd'hui. C'est vrai que vous étiez plus jeune et que la société n'était pas encore à même de reconnaître. Non. Voilà. Je peux vous dire que ça n'a pas beaucoup évolué. Oui. En ce qui concerne les mamans. Ça n'a pas évolué du tout. Ça n'a pas évolué du tout. Oui, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, mais bon. Les généralités, c'est toujours embêtant parce que il y a quand même, il y a toujours des petites poches quand même de soleil. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Donc, je pense quand même qu'on avance et que les choses se disent beaucoup plus qu'il y a 50 ou 60 ans.
grande poche de soleil. Oui. Et je crois que, bon... Et bravo, Marie, bravo. Et merci pour votre témoignage, parce que vous illustrez effectivement très bien à quel point, voilà, le pardon, c'est un chemin qui libère soi et l'autre. D'autre part, si on veut parler, si on veut se placer sur le plan de la Bible. Oui. Quand on dit pardonnez aux autres comme Dieu vous pardonne, oui. Il faut savoir, il faut bien que les gens se mettent dans la tête que Dieu ne pardonne que lorsqu'il y a véritable repentance, c'est-à-dire des larmes de repentance, c'est-à-dire que l'on ressent en soi-même le mal qu'on a fait à l'autre. Et ce n'est que dans ce cas-là, quand on fait du mal à une autre personne, il faudrait bien que les gens sachent que c'est pas à spécifiquement une personne, mais c'est à Dieu aussi qu'ils font du mal. Et donc, pour qu'il y ait pardon, il faut une véritable repentance. Et pour une véritable repentance, il faut ressentir en soi-même la douleur qu'on a faite à l'autre. Si on ne ressent pas la douleur qu'on a faite à l'autre, la relation ne peut pas se rétablir sur un plan d'égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je vous dirais aussi, Marie, que... Moi, c'est ce qui m'a manqué. Oui. C'est-à-dire que même en lui ayant pardonné au fond de moi, je veux dire que... effectivement, j'aurais dû faire comme ce prêtre m'a dit. J'aurais dû aller lui demander c'est ce que vous pardon. Mais c'est pardon un peu... de quoi, je sais pas. Oui, mais c'est à un peu... ce moment-là, je l'aurais désarçonné. Je l'aurais troublée. Elle aurait été démasquée. Oui, mais... Et à ce moment-là, elle aurait pu pleurer et sentir tout le mal qu'elle m'avait fait et me demander pardon. Et à ce moment-là, il y aurait eu la relation. Oui, mais Marie, de toute façon, c'est un petit peu quand même le trajet que vous avez fait, parce que en lâchant et en faisant un trajet spirituel de votre côté, vous lui avez permis d'accéder à une vérité pour elle. Oui, mais après sa mort, mais la relation n'a pas eu lieu avant. Oui, bien sûr, parce que c'est un long chemin, mais le pardon, il vaut aussi pour celui qui est blessé. Vous voyez, il ne vaut pas que pour celui qui blesse. Et c'est ça qui est intéressant dans cette notion. Et c'est ça que disent les... Voilà, et c'est ça... Voilà. C'est la paix. Exactement. Voilà. Le pardon, c'est la paix. Exactement. Merci Marie de votre appel. Au revoir. Au revoir, Sophie. Bonne nuit, merci à vous. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sophie. Je suis très heureuse de vous parler. Oui, j'apprécie beaucoup votre émission, surtout quand c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà. Merci. Donc j'avais entendu le témoignage de Fatima jeudi. Oui. Et c'était rentré en résonance avec ce que je vivais. Et oui. De toute façon, j'avais essayé de vous appeler même ce même jour pour vous parler de ça. Moi, mon médecin psychiatre me suit depuis 6 ans et demi. Oui. Je la voyais toutes les semaines pendant 5 ans et là, depuis 1 an, à peu près tous les 15 jours. Oui. Voilà, c'est une relation qui était bénéfique pour moi, qui m'a apporté beaucoup et qui continuait de m'aider beaucoup. Oui. Et là, au mois d'avril, elle a été absente un petit peu et elle est revenue pour dire qu'elle ne serait pas là pendant un moment parce qu'elle était malade, qu'il fallait qu'elle passe des examens et qu'elle se repose. Oui. Mais elle ne m'a pas dit, en fait, ce qu'elle avait comme maladie. Elle m'a juste dit que, voilà, elle avait une maladie sérieuse, mais qui ne mettait pas sa vie en danger. Oui. Voilà. Et donc, ça fait 3 mois et elle devait revenir là fin août. Oui. Et j'ai eu un message de son secrétariat disant que
elle serait encore absente au moins jusqu'à la mi-novembre. Oui. Et qu'il fallait que je rappelle, moi, mi-novembre, pour savoir si elle reprenait. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup bouleversée. Oui. À deux titres. Oui. D'une part parce que je m'inquiète beaucoup pour elle. C'est quelqu'un qui était devenu très important pour moi. Et vous voyez, je me sens très démunie. Oui, très abandonnée, j'imagine, Patricia. Déjà abandonnée, moi, enfin, voilà, parce que j'ai plus personne, là. Bon, d'autant plus au mois d'août où il y a vraiment plus personne. La semaine du 15 août, c'est le grand désert. Et en plus, parce que je m'inquiète pour elle et j'ai pas tellement de moyens de lui faire savoir ou de... Vous voyez, je sais pas trop comment me situer parce que je suis une patiente et... Oui, je comprends. Peut-être qu'il est possible, alors, parce que c'est son secrétariat qui vous a prévenu. Oui, c'est une secrétaire qui fait plusieurs secrétariats, si vous voulez. C'est une secrétaire téléphonique un peu... D'accord, oui, de multiples pour les médecins, bien sûr. Anonyme, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Mais ça n'empêche pas de lui envoyer un petit mot ou un petit message, parce que ça peut vous faire du bien à vous. Juste, sans questionner, mais dire que vous pensez à elle, qu'elle vous manque, que vous lui souhaitez, un bon rétablissement. Mais vous voyez, parce que vous avez besoin de rester en lien et que ça, c'est pas questionner, c'est juste envoyer un petit message qui peut aussi d'ailleurs lui faire du bien. C'est pas vous avez raison, il y a un cadre dans la thérapie qui effectivement fait que vous ne rentrez bien sûr pas dans la vie privée de votre thérapeute, mais il y a quand même un transfert qui se joue et un lien très fort. Oui. Et pour moi, c'était important ce transfert. Bien sûr. Ça a été un soutien énorme pour moi. Oui. Et donc c'est une façon de, même après, je sais pas, vous la retrouverez ou pas, mais pour vous c'est important dans votre processus de lui envoyer un petit message. Je l'ai fait déjà. En fait, je l'avais fait au mois de juillet parce que c'était le début de l'été. Voilà, et je lui ai envoyé un petit mot lui disant que je lui souhaitais de bonnes vacances et de revenir en forme à la rentrée. Bon, ça m'avait apaisé un peu. Elle a répondu, le fait qu'elle revienne pas, en fait, là, ça m'a complètement angoissée parce que, vous voyez, là, ça n'a pas suffi à m'apaiser le fait que je lui avais envoyé un petit mot parce que je suis très inquiète pour elle et que j'ai aucun moyen d'avoir de ses nouvelles, si vous voulez. Vous voyez, comme je pourrais avoir avec un ami, quelqu'un de ma famille. Bien sûr, c'est compliqué. Et c'est très très angoissant de ne pas savoir. En plus, je suis dans le milieu médical, donc j'imagine des tas de choses, quoi. Bien sûr. J'imagine des tas de maladies possibles et c'est très très angoissant. Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, Patricia, et c'est vrai que c'est un cas un peu particulier dans le cadre d'une thérapie. Oui, où vous êtes en plein transfert avec elle. Oui, je le savais. Et puis on était à des moments importants pour vous. Là, où il y avait quelque chose qui était en train de se résoudre et ça me laisse complètement démunie là. Et abandonnée. D'ailleurs, j'ai pris le titre du livre que vous aviez donné sur l'antenne là concernant l'enfant intérieur. Renouer des lectures comme ça, j'espère que ça va. Oui, que ça peut vous aider. M'aider. Peut-être aussi son secrétariat, parce que j'imagine si elle est absente longtemps, est-ce qu'elle n'a pas un contact à donner d'un thérapeute qui pourrait, voyez, alors c'est compliqué, parce qu'effectivement quand le transfert se passe bien, de reprendre des patients. Oui, vous n'avez pas envie. Non, j'ai pas envie. C'est elle que je voudrais je comprends. revoir et c'est un peu comme si j'étais en manque, quoi. Vraiment, bien sûr. Autant je patientais jusqu'au mois d'août et quand j'ai eu le coup de fil disant qu'elle revenait pas là dans 15 jours, je me suis un peu Alors ça m'a vraiment temps, bouleversée. Oui, en même temps, Patricia, c'est peut-être, ça je dis ça un peu pour vous aider, mais pour entrevoir autre chose, l'occasion de considérer ou reconsidérer le lien que vous avez avec elle, parce que vous savez, dans le transfert et dans la thérapie, le thérapeute c'est comme un guide. Je vais prendre une image de la marche en montagne. On a un bâton, ça aide, on s'appuie dessus, mais c'est quand même vous qui grimpez.
voyez, c'est pas le bâton qui grimpe à votre place. Et c'est pas le thérapeute qui fait que vous allez bien. Donc, ça veut dire que le travail que vous avez fait avec elle, c'est quand même vous, même si elle a été, bien sûr, d'une aide très, très importante pour vous, c'est très, bien. Très, très mais c'est vous qui l'avez fourni. Vous savez, un bon thérapeute, il est bon thérapeute parce que son patient est bon lui aussi. Vous voyez, il y a une alliance qui fait que... parce que la rencontre s'est faite, quoi. Bien sûr, et que vous... vraiment entre les deux, là. Bien sûr, et que vous êtes prête aussi à bouger, à écouter, à vous appuyer sur ce bâton, vous voyez. D'accord. Alors, le fait que là, je vais reprendre ma métaphore ou mon image du bâton, il soit plus là, ou vous l'avez perdu, ou il est cassé, ou peu importe, vous savez quand même marcher. Vous voyez, c'est vous qui marchez. Et c'est important que vous revisitiez les années de parcours que vous avez fait avec elle, c'est-à-dire la montagne que vous avez gravie, parce que ça va vous donner de la force de vous dire, bon, je sais quand même marcher sans le bâton, c'est quand même moi qui marche, c'est quand même moi qui gravis la montagne. Oui, ça c'est vrai, vous voyez, j'ai plus de force maintenant bien pour sûr, affronter ça toute seule. Bien sûr. Vrai. Et que si par contre vous vous dites, ah là là, je peux plus avancer sur n'importe quel caillou, je vais tomber parce que j'ai plus mon bâton, là vous risquez effectivement de vous blesser, de vous faire mal. Or vous êtes peut-être beaucoup plus puissante, entre guillemets, quand je dis puissante en termes de force intérieure, que vous ne l'imaginez. De fait du parcours que vous avez fait avec elle. Ah oui, sûrement, ça m'aide. Oui. Mais ma grande angoisse, c'est en fait de ne pas la revoir, quoi. Je veux dire, si jamais ça se passait mal, là, en ce moment, je me sens... Enfin, pas... Et un peu abandonné. Pour moi de... Oui, parce que vous savez, c'est des certitude. Oui, c'est des transferts. Enfin, le transfert, c'est quelque chose de très, archaïque qui va chercher justement dans l'enfance, et que quand on perd son thérapeute, on perd un peu un papa, une maman. Enfin, quand c'est pas, on n'a pas fini la boucle, hein. Donc c'est toujours un lien très très fort quand ça se passe bien. Donc je comprends ce que vous dites, mais il faut vous dire que la petite fille que vous avez revisitée avec elle, elle a grandi pendant ces années et qu'elle est assez forte et qu'il y a un autre petit bâton à l'intérieur sur lequel vous pouvez très certainement vous appuyer. Et elle serait même heureuse de ça, vous voyez. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Oui. Je me dis que voilà, je voudrais qu'elle soit fière de moi malgré tout. Oui, c'est joli. Mais vous savez, tout thérapeute, le souhait profond d'un thérapeute, c'est que le patient puisse un jour se passer de lui ou d'elle, c'est-à-dire voler de ses propres ailes. Pour moi, c'était trop tôt. Oui, je comprends. J'avais encore un petit peu besoin. Bien sûr. Mais souvent, vous savez, le travail sur soi, c'est aussi des... Comment dire, on fait souvent un travail sur soi comme des tranches de vie. On fait quelques années avec un thérapeute, puis après on va clore et voilà, rester un peu seul à cheminer. Puis d'un coup, on ressent de nouveau le besoin de se confier, d'être aidé parce qu'on a une nouvelle difficulté. Donc c'est des tranches comme des tranches de vie. Et si vous considérez aussi ce travail comme une tranche qui vous appartient mais qui n'est plus à vous qu'à elle, finalement. Elle a été sur votre chemin, ce guide. Mais encore une fois, vous savez faire. Et s'il le faut, il y aura un autre bâton ou une autre aide sur votre chemin. Parce que sinon, si vous pensez, vous voyez très fort que vous pouvez pas faire sans elle, vous allez vous fragiliser, Patricia. Oui. Mais vous voyez, c'est comme... quand on termine une histoire d'amour, on se dit qu'on n'est pas prêt à en entamer une autre. Oui, c'est vrai. C'est très juste. C'est ça que je me dis. Le parallèle est joli. C'est vrai que c'est une histoire d'amour. Pour moi, aussi. c'est elle et c'est C'est une histoire de lien. Et le lien est pas. D'autant plus que l'origine de mes problèmes, c'était déjà un abandon dans mon enfance. Donc c'est d'autant plus douloureux que. Je sais bien qu'elle n'aurait pas voulu ça, mais que je le revis. Un peu comme ça, quoi. Du fait que, c'était le problème du départ et que, alors qu'il n'est pas... Bon, je me sens plus forte, c'est sûr, mais j'avais encore un petit peu besoin d'elle. Et là, à nouveau, même si elle y est pour rien, quoi, je me sens un peu abandonnée, quoi. Enfin, sur le chemin, quoi. Alors peut-être, justement, il faut essayer de reprendre ce que vous avez justement travaillé avec elle et qui peut être fort et lu comme quelque chose qui n'est justement pas de l'abandon, mais au contraire une présence.
Mais je le sais avec ma tête, hein, oui, voilà. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui, avec voilà, la le tête. vivre comme une présence. Oui, comme une présence. Comme quelque chose de positif qu'elle m'a apporté. Parce qu'elle est sûrement, elle... dans ce sens-là. Oui, parce qu'elle est sûrement très meurtrie et très dans la douleur aussi, elle, bien de sûr, sa maladie. Oui, bien sûr, oui. Et du coup, ça change tout, vous voyez, c'est pas... Et du coup, ça permet pour vous de prendre du recul en sachant que non, vous n'êtes pas en train de revivre la même chose. Même si ça, le ressenti est malgré tout quelque chose de lié, c'est important de prendre du recul, de faire la part des choses en disant oui, mais en fait, c'est pas la même chose que ce que je dis. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Pour vous apaiser un peu. Je questionne là-dessus et me dire que ça n'a rien à voir et que voilà. Et que cette épreuve-là, parce que c'en est une, vous permet peut-être, va vous peut-être vous permettre de passer un cap malgré tout. C'est une épreuve que vous envoie la vie supplémentaire. Comme d'autres épreuves, Mais c'est peut-être aussi dans toute épreuve arriver à se dire bon d'accord, mais qu'est-ce que je peux en faire moi de bon pour moi? Comment je peux faire avec ça? Mais il faut que je le fasse toute seule, c'est ça qui est dur pour moi. C'est parce que je suis pas, j'ai du mal à fonctionner toute seule encore, quoi. Oui, bien sûr. Là, il faut que j'essaie de faire ça toute seule. Oui, mais vous allez peut-être découvrir, apprendre que vous le pouvez. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça va peut-être me faire avancer dans ce sens-là, me dire que je suis plus forte que ce que je pensais. Oui. Je l'entends, moi, votre voix, qu'il y a de la force et de l'appui. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès et je suis et que peut-être que le petit col à passer, il va pouvoir se passer sans bâton, celui-ci. Oui, écoutez, oui. Et en tout cas, c'est vrai que mon premier réflexe, ça avait été de lui écrire pour lui dire que justement que j'allais pas bien, mais je me dis qu'il faut pas que je fasse ça, quoi. Il faut pas que je rajoute à ces problèmes. De lui dire que à cause de son absence, je vais pas bien. Vous avez pas à la prendre en charge non plus, Patricia, parce que c'est pas une maman ou un mais voilà, vous culpabilisez pas de ce que vous faites ou pas. Vous voyez, sinon vous la prenez en charge dans sa maladie et du coup vous rejouez quelque chose de votre histoire. Donc c'est son chemin à elle, vous avez le vôtre. C'est une relation de thérapeutique et oui, c'est sûr que c'est dur de faire la part des choses quand il y a le transfert qui joue. C'est difficile. Oui, de dire que. Mais bon, je pense quand même que je vais lui envoyer un petit mot, juste pour lui dire que effectivement, je pense bien à elle et que voilà, j'espère qu'elle va mieux aller. Voilà, vous pouvez lui dire qu'elle vous manque, il n'y a pas de souci. Je peux lui dire ça tout quand simplement, même. Bien sûr. Pas trop... Non, bien sûr qu'elle vous manque. C'est la réalité. Vous voyez, là, vous êtes dans la réalité. Vous la prenez pas en charge puisque vous parlez de vous. Non, bien sûr, oui. Il faut que je parle en fait de ce que je ressens bien moi. Bien sûr. Mais sans trop, non, l'embêter, quoi. Voilà. Vous l'embêterez pas parce que elle le recevra de là où elle est. Il y a Marina qui dit, qui trouve que vous avez une belle force intérieure, Patricia, et elle pense que vous arriverez à surmonter cette difficulté. Merci. Et je l'entends aussi. Merci, parce que ça me semblait insurmontable. Et en fait, je vais essayer de prendre les choses différemment. Oui. Et de voir dans le positif et d'avancer dans ce sens-là. Oui, bien sûr, c'est une épreuve, mais vous savez, c'est toujours par là qu'on apprend. Oui, je sais, c'est douloureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La vie, mais en tout cas, on a la liberté d'en faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est déjà beaucoup. Et de ne pas tomber et d'aller plutôt plus vers l'avant que vers l'arrière. Voilà, c'est notre puissance. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez les mots, vraiment merci à vous, Patricia. Les mots justes, en fait. Merci. Vraiment formidable. Bonne chance à vous, Patricia. Merci, et puis j'espère que votre thérapeute va aller mieux aussi. Moi aussi. Et on va penser à elle. Quand vous reviendrez dans l'émission, je vous redonnerai des nouvelles avec plaisir, au mois de novembre. Avec plaisir. Savoir si elle est revenue. Et voilà. D'accord, avec plaisir. Merci, Patricia. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Sophie Peeters, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Et puis avant d'accueillir Nathalie, un message de Fantasio de Champignac qui souhaiterait qu'on ait une pensée ce soir pour son amie Albertine qui souffre dans sa chair après une opération. Alors entre votre thérapeute Patricia et puis Albertine, on pense ce soir à tous ceux qui sont dans la souffrance où la maladie est bien seule et on leur envoie plein de belles ondes par l'intermédiaire du micro d'Europe 1. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir Sophie.
je commence à vous dire, je suis très émue. Oui. Voilà. Donc, je vous expose un peu mon problème. Oui. Donc, mon ami a la soixantaine. J'en ai 37. Oui. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, on habitait chez lui. Depuis décembre, chacun est reparti chez lui, en fait. On était ensemble, mais chacun chez soi. Oui. On se voyait les week-ends, les vacances. Et à partir de septembre, on a décidé de vivre chez moi parce qu'il met sa maison en vente. Il veut acheter une dans le sud. Et donc, moi, je loue la mienne. Donc, on partirait au sud. C'est quelqu'un de très agréable. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi financièrement. Le problème, c'est que à chaque fois que j'ai une remarque à faire, ça y est, je suis la faiseuse d'histoire, je suis conflictuelle, je détruis tout. Donc, a priori, j'ai entendu qu'avec ses ex, c'était conflictuel. Donc, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Et donc, du coup, je regrette très rapidement ma remarque, je me tais. Et donc, voilà, ça se tasse. Et il y a quelque chose qui déclenche ça entre vous, ces disputes? Non, c'est là autour du quotidien. Ouais. C'est dès que c'est quoi, il vous reproche dans la façon de faire une remarque ou de sur quoi il part quand il part dans le reproche? Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas les reproches. Donc oui, tu me reproches toujours. C'est pas des reproches, ça peut être des remarques pour avancer dans le couple. Je veux dire, lui aussi m'en fait, j'en fais pas une histoire. Mais c'est vrai que je regrette très vite, je veux dire, c'est... Oui. Oh, Et est-ce que... Oui, c'est lourd, mais alors, est-ce qu'il y a une façon... parce que ça, souvent, c'est vrai, quelquefois, on veut bien faire, donc on fait des remarques en se disant, ça va changer les choses, vous voyez, c'est pour améliorer, mais il peut y avoir de la maladresse dans la façon dont on fait une remarque. Et quand l'autre la reçoit mal, s'interroger sur dire, bon, alors là... qu'est-ce qui tire, c'est-à-dire l'interroger lui sur de quelle façon il souhaiterait que vous lui fassiez passer le message, parce que visiblement il voit de votre part une maladresse que vous ne voyez pas. Donc à ce moment-là, plutôt que de partir dans la dispute, essayez de voir ensemble comment on peut se dire les choses sans partir dans les reproches, vous voyez? Oui, alors pour lui, il a donc la soixantaine, il a eu 2 cancers. Ça ne sert à rien, ces petits trucs, ces petits détails, c'est rien dans la vie, quoi. Pour lui, je peux zapper, Il vous trouve quoi, trop exigeante, Nathalie? Exigeante... entre guillemets, enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est plus des exigences que quelque chose qui sert à améliorer la relation? Quand il dit ça sert à rien, c'est ça qu'il veut dire? Ouais, je titille, je pense que c'est vraiment des petits... ça ne sert à rien, quoi. Je peux laisser passer, c'est rien, quoi. Et pour vous, c'est des choses importantes, Nathalie? Oui. Vous avez un exemple de quelque chose qui est important pour vous et que lui n'entend pas ainsi? Tout de suite, là, comme ça... Non, pas forcément. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une autre demande de votre part, plus profonde vis-à-vis de lui? C'est-à-dire que, vous voyez, ça peut être des petites choses, mais une petite chose qui cache quelque chose de bien plus important et que vous avez du mal à exprimer parce que ça vous fait peur ou que vous pensez que vous allez être mal reçu. Donc, vous allez sur un autre terrain à côté qui paraît moins dangereux, mais qui du coup est mal reçu. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois très bien. Mais non, je veux dire,
Notre problème, ça bute quand il y a ces remarques, quoi. Sinon, je veux dire, Sinon, ça se passe bien. Oui. Mais tout à fait. C'est tous les jours, Non, c'est pas tous les jours, mais voilà, ça se répète. On est toujours dans les leçons de morale. T'es une faiseuse d'histoire. Tu discutes pourquoi. C'est rien. Oui. Voilà. Et vous le ressentez comment un peu Ah ben moi très mal. Bah oui, vous sentez un peu enfermé, non, du coup. Comment ? En fait, c'est comme si vous étiez plus autorisé à dire. Vous vous sentez un peu enfermé. Tout à fait. Tout à fait, mais il y a des choses que je ne dis pas. Plus, en tout cas. Plus. Oui. Hein, c'est ça. Oui, vous finissez par ne plus dire. Voilà. Il y a quelque temps, par exemple, c'est une question de principe pour moi. Il a vu son ex. J'ai été au courant par quelqu'un de la famille. Donc, pour moi, c'est une question de principe. Il me l'aurait dit, je serais même allée avec lui. Mais là... Donc, non. vous l'avez mal pris. Et vous lui avez dit ? Ah, je lui ai dit, oui. Ouais. Et vous l'avez dit comment, Nathalie ? Mais je lui ai dit, voilà, tu ne dis pas les choses. Tu as fait quelque chose derrière mon dos. Voilà, c'est une question de principe pour moi. Je ne pense pas que tu aimerais qu'on te fasse ça, quoi. Alors, je vais vous donner un petit truc, Nathalie, qui est que quand vous avez besoin de dire quelque chose à l'autre, en l'occurrence à votre ami, et qui vous fait souffrir, ne lui dites pas tu, mais dites je. C'est-à-dire, voilà ce que ça me fait à moi, voilà ce que je vis quand toi tu fais ça. Parce que le tu, dans la communication, c'est très violent et ça accuse l'autre. Vous voyez, ça montre du doigt. Et du coup, au lieu que l'autre écoute ce qui vous fait souffrir, il ne voit que l'accusation. Et du coup, il cherche à se défendre. Et donc, il n'écoute pas ce qui vous fait souffrir. Et le principe qu'on appelle de communication non violente, c'est d'utiliser le jeu, c'est-à-dire de parler de ce que ça fait à soi, enfin à nous. Qu'est-ce qui se passe chez moi quand toi, tu agis de telle façon ? Voilà ce que je te livre. Et là, l'autre est en mesure de l'entendre parce qu'il se sent concerné par votre jeu, J-E. Vous voyez, il se sent concerné parce que, et du coup, il le prend beaucoup. Si vous lui dites, voilà, je sais ou je vois ou que tu es allé chez ton ex et je l'apprends par hasard et j'en souffre et je me sens mal avec ça et je le vis pas bien. À la fois pour moi, c'est un principe, à la fois, voilà, plutôt que dire, tu l'as fait derrière mon dos, parce que le tu fait qu'il ne vous écoutera pas. L'autre peut pas écouter le tu parce que il va mettre tellement d'énergie à vouloir se défendre qu'il va vous réaccuser à son tour. Et du coup, c'est l'escalade. Du coup, on se dispute parce que chacun envoie un tu et voilà. Tout à fait. Alors que si vous pouvez dire exactement la même chose, mais en parlant de vous, de ce que ça vous fait à vous, ça change tout parce que ça le concerne. Il va être concerné par la souffrance et la tristesse que vous avez de ce qu'il fait ou de ce qui se passe. Et là, il est capable d'entendre. Donc, essayez et sinon, c'est pour ça qu'il vous dit oui, c'est des reproches, tu m'accuses, parce que c'est la forme que vous prenez. Vous voyez, du coup, il n'entend pas le fond. Il lui n'entend que la forme. Il se sent acculé, accusé. Du coup, il vous agresse. Donc, changez de posture, de perspective. Les choses sont toujours aussi importantes pour vous, sauf que vous allez parler de ce que ça vous fait à vous. Oui. Je suis contrariée parce que, je suis triste parce que, là, tu vois, je me sens pas bien, là, ça, j'aime pas, ou là, j'ai le sentiment que t'as fait quelque chose derrière mon dos, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis moi. Et comment tu peux m'aider, comment on peut faire, et de l'inviter à entrer avec vous dans la solution. Et ça peut vous pouvez essayer ça, Nathalie? Très bien. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Oui, bien sûr. Donc, pour ce qui est donc de cet achat de la maison au sud, donc, j'ai posé quelques conditions, on va dire, et donc ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, ils sont 7-8 frères et sœurs.
Et donc, je lui ai dit qu'ils étaient nombreux et que je n'ai pas d'affinité avec tout le monde et que le fait d'aller visiter tout le monde régulièrement, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Oui, c'est pas votre famille, c'est la sienne, oui. Voilà. Et donc, là, c'était braquage total. Voilà. Voilà. Est-ce qu'alors, du coup, vous pouvez, faire un mi-chemin, c'est-à-dire que pour lui, il ressent comme un rejet de votre part le fait que vous vouliez pas voir plus sa famille. Est-ce que vous pouvez composer avec ça, c'est-à-dire accepter un peu, mais pas trop, vous voyez, faire un mi-chemin en disant je les aime bien, mais voilà, c'est un peu envahissant pour moi, ou j'ai un peu de mal pour telle et telle raison d'ailleurs qui sont sûrement justes pour vous, en lui expliquant aussi pourquoi, en lui disant que c'est pas un rejet de toi, donc je veux bien t'accompagner, mais pas à chaque fois, parce que voilà, j'ai pas forcément envie. Est-ce que pour toi, et l'interroger pour savoir si lui est capable de bien le vivre aussi. Vous voyez, c'est un lien, une relation, c'est s'interroger chacun l'un sur l'autre sur les besoins, exprimer des demandes et entendre les besoins. C'est ça. Alors, c'est plus ou moins ce qui a été dit. Oui. D'ailleurs, c'était ce matin. Et je lui ai dit un peu oui, tout le temps, moi, je ne peux pas. Et du coup, écoutez... il a pris ses affaires et puis m'a dit moi je dois réfléchir. Il a remis tout en cause. Tout en cause. Fait. Voilà. Parce qu'il l'a senti comme un rejet de lui. Il le prend pour quelque chose dans lequel il se sent rejeté. Du coup, il se dit j'ai plus ma place. Donc il faut, ce serait bien que vous reveniez vers lui pour que vous ayez vraiment pour le coup une discussion sur le fond de votre relation et que qu'il comprenne que lui, c'est pas toute sa famille non plus. Vous avez un lien ensemble et puis il y a aussi sa famille et que on peut faire la part des choses. C'est surtout qu'il est revenu vers sa famille qu'il y a 5 ans, c'est tout. Avant ça, il était que avec des amis. Donc je comprends que c'est très très important, surtout à cet âge-là, de retourner vers la famille. Mais Mais du coup, vous pouvez peut-être l'aider parce qu'il est un peu empêtré là dans sa décision un peu brutale, de réexpliquer gentiment, doucement, si vous tenez à lui votre position en disant je comprends que tu puisses te sentir rejeté, mais c'est pas ça. Je ne souhaite pas ça. Donc je voudrais qu'on puisse en parler et que tu acceptes aussi que moi je sois pas tout le temps non plus dans ta famille, mais faire la part des choses. D'accord, on tente ça? Vous tentez? Très bien. Merci Nathalie pour votre appel. Merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Alors, je vous parlais en introduction de Ho'oponopono, de la tradition des chamans et de l'antiquité hawaïenne. Et puis, il y a Brin d'Étoile qui m'envoie un petit message en disant « Ah, Ho'oponopono, c'est très efficace, mais connaissez-vous les 4 accords toltèques qui sont aussi une merveille ?» me demande Brin d'Étoile. Alors oui, Brin d'Étoile, je connais les 4 accords toltèques qui viennent justement des Toltèques avant les Mayas. Et comme j'ai quelques minutes avant le journal de minuit, j'avais effectivement envie de le partager du coup avec vous parce que c'est effectivement une petite merveille, pas très facile, mais voilà ce que disent ces 4 accords toltèques. Je vais essayer de m'en souvenir comme ça avec vous, mais le premier dit que ta parole soit juste ou soit impeccable, autrement dit, sous-entendu quand tu t'exprimes, fais en sorte que ce que tu dis soit en accord avec toi-même. Le deuxième dit ne fais pas de suppositions. Et ça, celui-là, il est difficile parce qu'on est nombreux à faire plein de suppositions sur ce que l'autre a dit, l'autre a pensé, qu'on s'imagine, etc. Le troisième dit n'en fais pas une affaire personnelle.
Ça nous parle aussi, hein, ne pas en faire une affaire personnelle quand votre collègue de bureau vous croise, il vous a pas dit bonjour et vous vous dites ah là là, il m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait, mais juste il vous a pas vu parce qu'il était dans ses problèmes ou ses pensées, ses petits soucis. Voilà, donc n'en faites pas une affaire personnelle. On a quelquefois un peu de mal avec ça. Et puis le 4e, qui est très joli, c'est faites toujours de ton mieux. C'est joli ça, cette notion de faire de son mieux, c'est-à-dire que ça décharge beaucoup de culpabilité. Savoir faire de son mieux, c'est savoir faire comme on le peut et avec ses moyens, avec ses fragilités, avec son questionnement. Voilà, alors merci Brin d'Étoile d'avoir rappelé ces 4 accords Toltec que je vous redonne parce que effectivement ils sont un joli guide dans nos vies. Donc c'est que ta parole soit juste, ne fais pas de suppositions. 3, n'en fais pas une affaire personnelle. Et enfin, fais toujours de ton mieux. Alors voilà, on va essayer de faire de son mieux ce soir et de continuer ensemble. On se retrouve dans quelques instants après le journal. Voilà, on retrouvera Christine après le journal de minuit. Et nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. N'oubliez pas d'ailleurs que la Libre Antenne a lieu le vendredi pendant l'été. Donc on se retrouve toute la semaine, y compris vendredi soir. À tout de suite. Sur Europe 1, la Libre Antenne se poursuit encore pendant 1 heure où on peut se laisser aller aux confidences, mais aussi celle où on peut partager ses angoisses qui se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Geoffrey. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis pour rebondir sur les accords Toltec dont je vous parlais juste avant le journal de minuit, il y a un auditeur ou une auditrice, le message n'est pas signé, qui dit si j'ai un proverbe chinois qui me sert de guide, si ton labeur te paraît insurmontable, n'oublie pas que le grand chêne a d'abord été un jeune gland comme toi. C'est très joli. Merci pour votre message. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Sophie. Je voulais d'abord vous remercier pour votre introduction, pour vos introductions qui sont toujours très, pour moi, pertinentes. Elles me parlent toujours énormément. C'est mes petites noisettes d'écureuil. D'accord. Alors, voilà, je vais essayer d'être... je suis un peu émue, hein, comme... Oui, on est au téléphone toutes les deux. Voilà. Je vais me dire ça alors. Voilà, donc je suis séparée depuis 2 ans. Séparation, ça a été laborieux et c'est toujours laborieux. Oui. La séparation, les rapports avec l'ex-conjoint. Bien sûr. Il faut savoir, c'est une personne qui m'a toujours dévalorisée, jamais soutenue, et à la fin c'est encore des insultes et des attaques, par exemple, sur mon physique. Et voilà, donc ça... encore depuis la séparation, il continue à vous attaquer. Oui, quand... là, maintenant, ça fait 2 mois que on fait pour l'instant une garde alternée, parce que nous avons une fille de 10 ans, et quand il vient chercher ma fille, disons que je lui ai demandé, c'est triste, mais je lui ai demandé de pas sortir de la voiture. En fait, j'évite tout contact. Oui, pour vous protéger. Oui, voilà, pour me protéger. Mais enfin, les paroles qui sont, comme je dis, il vaut mieux des fois une claque, une petite baffe,
une grosse baffe que des paroles. Oui. Parce que ça fait mal. Bon, à la suite de ça, je suis au chômage donc depuis décembre. J'ai perdu mon emploi. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et ce qui n'est pas fait pour m'aider et comment dire. Vous savez, le proverbe qui dit « malheur n'arrive jamais seul », mais c'est vrai que souvent... Et puis alors, c'était dans un dialogue de Michel Audiard dans un film qui dit « les emmerdes, ça vole en escadrille ». Et malheureusement, c'est un peu vrai. Souvent, on est dans une mauvaise passe, on n'a pas d'énergie et on reçoit toutes les galères en même temps. Bon, il faut se dire que ça concentre. On va se dire ça. Oui, et que, on va essayer de ne pas toucher le fond. Oui. On va rebondir. Donc, j'ai, comment dire, bon, je vois une psy depuis 1 an et demi. Mon problème actuellement, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un entretien qui a duré 3 heures parce qu'il y a des tests, entre autres. J'ai vu 2 personnes, tests, etc. Et quand je suis... j'ai ce manque de confiance. Vous savez, j'ai des paroles que me disait mon ex. Qui vous arrivent pendant le test. Je lutte. Qui m'arrive, juste avant d'entrer ou pendant le test ou pendant le... qui sont là constamment, en fait. Et je lutte pour croire que je suis une personne... je comprends. valable et tout ce qui que je suis une bonne personne, quoi. Mais oui, bien sûr, Christine. Vous savez, dites-vous, ça lui appartient, ces mauvaises paroles. C'est lui qui règle un compte. Vous voyez, un compte avec lui, avec sa colère, avec ses déceptions, c'est important de rendre quand vous faites agresser comme ça, de bien comprendre que les agressions sont à lui et pas à vous. Ça lui sert à quelque chose, vous voyez. Ça lui sert à se décharger d'une culpabilité ou d'une responsabilité ou de plein de choses. C'est facile pour lui. Et donc, ça lui est utile. Vous, c'est du poison. Mais dites-vous bien, quand ça arrive, que ces petites phrases, elles ne vous parlent pas de vous, elles parlent de lui. Vous savez, on dit quand on parle de l'autre, on parle toujours de soi. De soi. Oui. Donc, ce qu'il vous reproche, c'est finalement... les choses moches qu'il a en lui. C'est ça qu'il exprime en exprimant toute cette violence et cette mocheté dans ses propos. Oui. C'est important. J'en ai... Comment dire, en plus, j'ai une honte d'en arriver là et d'avoir été amoureuse d'un homme comme ça. J'ai l'impression que je le découvre, que je le connais. C'est la séparation qui fait... mais... Et ce qui est d'autant plus... rageant, je trouve pas le mot, je sais pas si c'est le mot, en tout cas lui il s'en sort dans le sens qu'il a quelqu'un, il ne vit pas, il partage pas, mais je sais qu'il a quelqu'un, donc j'ai l'impression que sa vie à lui continue, je comprends. et que moi je suis encore, vous savez, en position pause, paf, et comme s'il se débrouillait mieux que vous dans la vie, un peu. Et que vous, finalement, vous êtes... Moi, je me suis perdue dans les 12 années communes. Et la séparation, c'est lui qui l'a voulu, c'est vous, c'est d'un commun accord, c'est... c'est moi qui lui ai demandé de partir parce que ça n'allait plus. Mais il n'a rien fait pour... Le paradoxe, finalement, c'est, vous savez, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est que vous dénoncez que la situation ne va plus. Vous lui demandez de partir en espérant quand même, j'imagine, un peu secrètement, en tout cas, que ça va faire un électrochoc. Et finalement, il s'en va et il vous reproche tout et il vit une autre vie. Et là, c'est... tout à fait ça. Je comprends bien ce que vous vivez, Christine. Les 9 derniers mois, les 9-10 derniers mois, on faisait chambre à part. Donc, pour moi, ça devenait insupportable. Et donc... Mais vous avez été courageuse, Christine. Et en fait, il vous en veut de ça. C'est ça qui est important de voir. C'est que, bien sûr que vous, du coup, vous portez, vous voyez tout l'engagement que vous avez mis à arrêter une situation qui tenait plus, et vous
voilà, c'est important que vous ne partiez pas dans le reproche. Vous pouviez pas faire mieux quand avoir été amoureuse de lui, mais une relation, vous savez, elle évolue et on change durant la vie. Donc, l'homme dont vous avez été amoureuse, il reste une part de cet homme-là. Donc n'ayez pas honte de ça, parce qu'au moment où vous l'étiez, il l'était aussi, il y avait une autre relation. Vous voyez, ça appartient au passé, mais ça reste un joli passé. Sinon, vous êtes entraîné par le fond. Oui, je dis ça parce que c'est lui qui me dit je regrette, vous savez, j'aurais jamais dû te rencontrer, mais qu'est-ce que j'ai fait, vous savez, qu'est-ce qui a vu que je... nous avons une fille en commun qui a des aspects physiques qui me ressemblent, quoi. Et qui dit, quand il voit ma fille et qu'il me voit moi, ça le fout hors de lui, quoi. Et je suis polie quand je répète. L'idée est là, quoi. Ah oui, et il le dit devant sa fille ? Non, heureusement. Non. Ah, c'est terrible parce qu'en fait, il trahit. Soit par texto, soit par téléphone. Oh là là. Voilà, donc. Renvoyez, essayez de le remettre face à ses propos, vous voyez, de défusionner de ça, de les lui rendre. Ils sont à lui, ils sont pas à vous. Ça lui appartient, sa colère, ses regrets. Il regrette, tant pis pour lui, c'est moche, quoi. C'est moche parce qu'il se trahit, parce que lui aussi, il a été d'accord. Regrette, je sais pas, lui, ça il continue, il a quelqu'un, et moi je suis. Oui, mais pour vous dire tout ça. Antidépresseur depuis que j'ai arrêté. Bon, je les ai arrêtés, les antidépresseurs, depuis 2 mois. Oui. Et comment ça va depuis que vous les avez arrêtés ? Ça va, j'ai l'impression que je suis moins au ralenti, en fait. Je suis un peu plus réactive. C'est mieux, vous allez récupérer de la force. Surtout pour ma recherche d'emploi. Oui, c'est bien, c'est courageux. Voilà, oui. Donc en plus, le docteur m'avait dit de ne pas arrêter, qu'il fallait diminuer les doses et arrêter. Et voilà, puis un jour, j'avais plus de médicaments. C'est courageux, Christine. J'espère que... Voilà. C'est bien parce que vous allez récupérer de l'énergie et vous en avez besoin pour vous sortir de tout ça. Oui. En sachant que ce que vous vivez, c'est normal. Oui. Et donc, je vous entendais tout à l'heure concernant Ho'oponopono. Oui. Alors, parce que pas une fois, j'ai entendu un désolé, pardon. Oui. Merci. Ou un ou un je t'aime, oui. Si, je t'aime au début, peut-être, oui. Mais voilà, donc je suis complètement, pas complètement moins, en tout cas parce que j'arrive à en parler sans m'effondrer et je retrouve un peu ma confiance, quoi. Ma confiance et j'ai appelé parce que je suis toute flippée quand je dois passer un entretien. Parce que c'est d'autant plus important parce que je suis seule avec ma fille. Donc voilà, j'ai un peu la pression. Même si j'ai des indemnités, je suis pas... Mais voilà, donc ça a été... Je sais pas quelle attitude avoir. Ce qui est important là, Christine, c'est que... Par rapport à ces insultes. Oui, mais justement par rapport à ces insultes et ces humiliations et ces agressions, c'est très important presque de vous, on va dire, conditionner entre guillemets avant vos entretiens pour laisser ça derrière vous en rentrant en contact avec qui vous êtes, en vous souvenant presque, vous voyez, en faisant un effort de souvenir de la femme que vous êtes, qui a une petite fille, les choses dont vous êtes fiers, les choses que vous aimez en vous, les choses que vous trouvez positives, que vous savez être positives en vous, au fond de vous, vous voyez, et que ça, il peut pas atteindre, il n'a pas atteint, il n'a pas accès à ça. Et ça, c'est très important, même si ce sont des petites choses, Christine, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ces petites rayons de soleil, ces petites pépites, elles soient là, elles puissent briller pour que vous sachiez que vous n'êtes pas celle qu'il dit que vous êtes.
parce que c'est ça qui est important. Là, il vous colle, on appelle ça, vous savez, en analyse transactionnelle, la collection de timbres. Il à chaque fois, durant votre histoire, il a collectionné des timbres et il vous les envoie aujourd'hui à la figure. Ah oui, c'est tout à fait ça, voilà. C'est exactement... ça lui appartient, Christine, parce que c'est une forme de lâcheté, vous voyez. C'est facile de se décharger sur l'autre et de décharger sa colère et c'est, vous voyez, c'est ne pas être responsable de soi-même. Ça veut dire qu'il prend pas sa part d'échec dans la relation. Quand un couple ne va plus, on est deux à faire en sorte que ça s'est pas bien passé. Vous voyez, chacun a sa part. Bon, c'est comme ça. Ça n'a pas marché. Il la prend pas et il vous la rend. Vous voyez, il vous en veut. Ça n'a pas été fait. Je pense qu'il n'était pas. Je discute avec des amis. Oui. Elles me disent, je pense qu'ils pensaient pas que tu étais capable de. Croyaient que. Ah voilà. Parce que ça faisait 2-3 ans quand même. C'était un peu où je me perdais complètement. Quoi, et donc vous avez bien fait, Christine. Vous voyez, ça, c'est très important de vous dire que vous avez eu du courage et que même si c'est excessivement dur, et bien sûr, vous allez mettre encore du temps à remonter parce que c'est long et qu'avec un compagnon comme ça, qui en plus vous scie votre branche, c'est d'autant plus difficile de rester sur l'arbre et de s'accrocher. Mais vous tracez là maintenant, devant vous, quelque chose qui vous solidifie parce qu'il est juste dans la personne que vous êtes. Vous voyez, vous avez agi en accord avec vous-même. Alors même si c'est une épreuve, elle vous renforce parce qu'elle vous aide dans une vérité qui vous est propre. Et ça, vous lâchez pas ça. Vous lâchez pas ça. Lui, il n'est pas dans sa vérité ni dans la vôtre. C'est pas juste ce qu'il fait pour vous. Donc laissez-le avec sa colère. Essayez de comprendre que c'est pas de vous dont il parle. Il parle de lui et ça lui appartient. C'est très important. Et Roxane qui dit, à force de vous prouver à vous-même que vous êtes forte et courageuse et capable de faire toute seule, vous allez pouvoir le regarder de haut. Courage, vous dit Roxane. Et puis Brigitte qui dit, c'est tellement classique ces dévalorisations au moment d'une séparation. Alors, elle propose, écrivez-lui, dites-lui ce que vous ressentez, rendez-lui ses humiliations. Mais vu le personnage, je suis pas sûre que ça ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Je pense que, voilà, tout à fait. Je pense que ça envenimerait la... Oui, moi je crois. Lâchez-le. Laissez-le avec sa colère. Quelquefois, j'ai répondu à des textos, mais non, parce que d'une part, ça me met encore moins plus mal. Oui. Et puis vous lui donnez, vous savez... J'en ai honte. J'ai honte après. Je me dis, mais quand je relis ou certains gestes qu'il a pu faire, je me réveille la nuit. Non, Oui, parce que vous nourrissez le dragon, vous voyez, quand vous accrochez ces agressions, il est trop content, ça fonctionne. Il vous agresse pour vous provoquer. Donc, moins vous allez être dans la réaction, il va lâcher parce qu'il n'aura plus de prise. Il faut le laisser sans prise, il finira par aller passer sa colère ailleurs, tant pis pour lui. Mais pourtant, je me dis, il a quelqu'un, et bon, je pense que c'est surtout par rapport à la garde de la petite, quoi, parce que du coup, on passe le 6 septembre devant le juge des affaires familiales, parce que pour la garde alternée, ça se passe pas très bien, quoi. On peut pas discuter, Non. Et donc, voilà. Voilà, mais c'était surtout comment me reconstruire et... Ah oui, c'est important. C'est bien d'une part que vous soyez... vous êtes en thérapie, hein, Christine, vous m'avez dit. Oui, bon ça, là, ça fait... Je pense à la dame de tout à l'heure qui... la mienne est en congé. En congé, donc elle a pris 6 semaines. Mais voilà, donc c'était une semaine avant l'arrêt de mes... de mes cachets. Et... Non, je sens avoir... repris un peu du poil de la bête. Je suis pas complètement reconstruite. Oui, mais c'est normal, Christine, c'est très très long. Vous savez, aujourd'hui, le divorce et les séparations, c'est devenu tellement banal dans notre société qu'on pense que, tout de suite, la liberté, la jolie vie. Non, c'est très douloureux, très long, très difficile. C'est une reconstruction. Souvent, ça se passe effectivement pas bien. Il y a des colères, des rancœurs qui s'expriment, des haines. Plus le chômage. Voilà. C'est difficile, là, vous vivez des vraies épreuves.
Et en plus, c'est vrai que la situation professionnelle vous demande là, pour le coup, d'être au top du top. C'est compliqué pour vous, bien sûr, puisque les tests, les batteries de tests, les entretiens. Alors, vous savez, quand vous arrivez en entretien, en test, vous laissez à la porte de l'entreprise où vous allez la vie derrière. Reconnectez-vous sur votre identité professionnelle où vous savez que vous êtes bonne dans tel et tel domaine. Vous voyez, venez en entretien avec la Christine qui est la bonne pro, celle qui sait faire, celle qui aime travailler, celle qui a... Et laissez l'autre, vous voyez, séquencez-vous, parce que sinon vous allez vous laisser envahir. Et si vous entendez ces petites phrases à lui arriver, c'est non, c'est non. Vous voyez, mais presque une volonté qu'il vous faut. D'être devenu ce qu'il... Non. Ce qu'il voulait me faire croire, vous voyez. Donc je lutte, c'est quotidien, oui, je comprends. C'est usant. Oui. Mais vous n'êtes pas ça, Christine. Votre voix est tellement douce, c'est impossible, vous n'êtes absolument pas ça, vous voyez. Ça lui appartient. N'oubliez pas que quand il parle de vous, il parle de lui. Pensez bien à ce que je vous dis. Donc quand il vous agresse, il parle de lui, de sa colère, de ce qu'il déteste en lui, de ce qui lui va pas, de ce qu'il ne regarde pas chez lui. Il n'est pas dans la conscience de lui-même. Sinon, il dirait pas tout ça. Si c'était un homme respectueux de lui et des autres, non, il agirait pas comme ça. Donc, il n'est pas dans le respect. Et vous l'êtes en vous questionnant, en souffrant, en recevant ça. Vous l'êtes. Donc, vous avez une force qu'il n'a pas. C'est très important. Et il y a un auditeur qui dit: il vous dénigre avant tout par jalousie, car il voudrait tellement vous ressembler qu'il vous reproche l'image que vous lui reflétez de lui. Et ça, c'est très juste. Il se voit en vous et tout ce qu'il voit, c'est moche. Donc il est très en colère, vous voyez. Eh bien, tant pis, c'est à lui. Courage à vous, ne vous reniez pas, dit Valérie. Merci pour ces encouragements. Est-ce que vous avez un livre de référence parce que là j'ai le temps, que je puisse lire. Bon, je cherche un peu... Oui, bien sûr. Vous pouvez... Alors, il y a celui dont je parlais l'autre soir que je trouve très intéressant, Pourquoi l'amour fait mal, fait mal, de Eva Illouz, I2L-I-O-U-Z. Oui. 2L Illouz, voilà. Oui. Et puis sur la, là j'en ai pas qui me viennent tout de suite, mais vous savez, Christine, j'ai une grosse bibliothèque, j'aime beaucoup lire, et je vais penser à vous ce soir en rentrant chez moi, je vais regarder, parce qu'effectivement sur la reconstruction après les séparations, et puis toute cette violence, cette culpabilité qu'on traîne, je vais faire un petit tri. Et puis je vous proposerai un ou deux titres de m'asseoir, d'accord ? D'accord. Je vais regarder, parce qu'effectivement c'est important que vous, en tout cas que vous fassiez la part des choses entre ce qui est à vous et ce qui est à lui. Promis, Christine ? Promis. Bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup, et aux gens qui ont donné leur témoignage. Oui, il y a Jean-Luc qui dit: regardez devant, vivez pour vous, pensez à la petite Christine. Oui, c'est joli. Oui. Et un autre auditeur qui dit: elle peut écouter de la musique qui lui rappelle des bons souvenirs d'enfance, d'adolescence et d'adulte, qu'elle se mette dans une bulle et se rappelle les projets de vie dont elle rêvait. Bon courage, Christine. On pense bien à vous. C'est difficile ce que vous vivez, mais vous allez vous en sortir plus forte et plus solide. J'en suis certaine. Je le veux, je le sais, oui. Oui. Bon courage à vous. Merci de votre appel. Bonsoir, Christine. Europe 1, Sophie Peters. Et avant d'accueillir Célia, des messages pour vous, Christine Béat, qui dit vous êtes vraiment sur la bonne voie. Dès que vous travaillerez, vous arriverez à l'ignorer. Soyez fiers de celle que vous êtes. Et puis un autre message: n'ayez plus les yeux derrière, mais devant vous. Hier n'existe plus. Pas tout à fait. Hier existe encore, mais en tout cas, il faut apprivoiser cet hier pour regarder devant, ça c'est sûr. Bonsoir Célia. Oui, bonsoir. Oui, Célia. Oui, alors en fait, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai des difficultés dans mon couple. Oui. Et en fait, j'arrive pas à savoir si... Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Célia, parce qu'on ne vous entend pas bien. Oui, voilà. Alors en fait, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est de l'habitude, nous deux, ou si j'y crois encore. Oui. Et en fait, on a des fortes disputes
Oui. Et vraiment agressif, je suis très agressif avec lui. J'en suis déjà venue aux mains, alors qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. Oui. Et donc, en fait, on va dire que, comment expliquer, je m'en prends à lui. Oui. Des verbales et des fois physiques, parce que ça me met vraiment dans tous mes états. Oui. Et après ces fortes disputes, il revient et il me dit qu'on va tout arranger. Et au final, après, ça va un peu mieux. Et après, ça repart vraiment dans des disputes, des très grosses disputes. Ouais. Il y a quelque chose qui déclenche ces disputes, Célia. Enfin, est-ce que, quand je dis quelque chose, pas quelque chose, mais un sentiment ou un ressenti qui serait un peu toujours le même pour vous? De la lassitude, je dirais. Ce qui m'énerve. Enfin, il vous énerve, oui. C'est de l'agacement, vous sentez. C'est physique. Hein. J'ai envie de... Enfin, je pourrais le tuer dans ce moment-là. C'est physique. Et pourtant, vous n'arrêtez pas la relation. Vous n'arrivez pas à arrêter. Ouais. En fait, j'ai du mal parce qu'aussi, comment expliquer? Ouais. En fait, avant de le rencontrer, en fait, je suis très croyante. Ouais. Et en fait, je m'étais dit que je coucherais pas avant le mariage. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et là, ça va faire 1 an qu'on a couché ensemble. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que je vais ou parce que je veux vraiment rester avec lui. Et j'arrive pas à faire la différence, en fait. Oui, je comprends. En fait, c'est un peu comme si vous aviez conclu un pacte avec vous-même c'est vous que vous voulez pas trahir. D'où votre colère envers lui, parce que cette colère, elle exprime finalement une colère contre vous aussi, Célia. En fait, j'arrive pas à assumer. Oui. On m'a le droit de dire, mais je me dis que vaut mieux que je me marie avec et qu'après il y a un divorce, que ça se finisse. Ah oui. Ah oui, non, ce serait dommage. Oui, non, mais c'est pas grave en soi, mais c'est bien déjà que vous en ayez conscience, hein, Célia. Mais ce serait dommage, vous voyez, d'aller dans un lien alors qu'en fait vous tenez plus à lui, vous l'aimez plus, mais vous êtes furieuse de ça. Pas, ça va. Parce que quand je suis pas avec et tout, il manque. Mais à côté de ça, quand je suis avec, ça revient. Il m'énerve, et je lui tape dessus, je vais cracher dessus. Enfin, je le rabaisse et je le rabaisse vraiment. Et lui supporte? Lui, il supporte, Ouais. Ouais, alors plus il supporte, moins ça vous aide. Voilà, parce qu'en plus, des fois, j'aimerais avoir une réaction de sa part. Bien sûr, vous le provoquez. Et lui, non. Il essaye de me calmer, et moi, ça m'énerve encore plus. Oui, mais vous savez, Célia, c'est ce qui est très dangereux dans ce système dans lequel vous êtes en train de rentrer, c'est que c'est vous-même que vous allez détester si vous continuez. Vous voyez, c'est vous que vous touchez là. Vous voyez, parce que vous allez vous détester d'être aussi agressive envers lui et qu'en plus il vous arrête pas. Il n'arrête pas ça chez vous. Donc vous lui en voulez encore plus de ne pas vous aider à vous maîtriser. Mais je m'en veux. Après, en 2 mois, je lui dis, vraiment 2 mois après. Et puis ça m'énerve parce que la situation n'avance pas. On devait se fiancer, on ne se fiance pas. Ça m'énerve. Et moi, du coup, j'arrive pas à savoir si je dois arrêter ou si je reste avec lui. Je me suis dit, j'ai déjà essayé de le quitter, j'ai quitté 1 fois. Oui. Et puis je suis retournée vers lui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui vous fait peur? Indépendamment, bien sûr, il y a cette sorte de pacte avec vous-même qui vous en empêche, mais qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait de le quitter? Vous retrouvez seul? Vous dire que vous saurez pas faire? Non, parce que je sais que je peux rencontrer quelqu'un, j'ai des gens qui s'intéressent à moi, on va dire. Oui. Mais en fait, j'ai peur aussi que la personne, elle me respecte moins que parce que, je suis plus vierge. Parce que vous êtes plus vierge, oui. Mais on va dire que les personnes que je fréquente aussi, elles ont un peu la même mentalité que moi, donc ça aide pas beaucoup la chose non plus, je pense. Oui, donc il y a une histoire de religion derrière, c'est ça, Célia. Mais en même temps, il y a l'époque, il y a le fait. Enfin, vous pouvez aussi, le jour où vous rencontrez un garçon pour lequel vous avez des sentiments qui sont partagés, raconter votre histoire et il comprendra. Vous voyez, donc mettre un peu de temps à recréer une relation qui soit belle et bonne pour vous. Mais là, je comprends que vous soyez un peu coincé parce que finalement, il s'est pas passé ce que vous souhaitiez qu'il se passerait. Ça s'est pas passé comme vous vouliez, mais c'est pas une raison du coup pour continuer et aller dans l'erreur. Vous risquez de vous blesser encore plus si vous l'épousez. Enfin, pour l'instant là, vous n'avez pas les conditions pour créer une jolie relation dans ce que vous me racontez. Et aimer quelqu'un, c'est pas si vous avez du mal à le quitter, c'est pas parce que vous l'aimez encore, c'est parce qu'il y a,
comment dire, il y a un système avec lui. Vous voyez, il y a quelque chose de lié avec lui. Bon, déjà le premier rapport, et puis toute cette violence que vous déchargez. Vous finissez par être liés dans cette colère. Mais ça construit lui, rien. Tout un peu. Enfin, quelquefois, il me dit, si tu dois me quitter, quitte-moi, reste pas avec moi parce que nous deux, il s'est passé certaines choses, reste avec nous pour les bonnes raisons. Et moi, j'arrive encore à lui dire que non, je reste avec parce que je l'aime et parce que je veux faire ma vie avec. Alors qu'au final, je sais plus. Non, c'est que vous avez envie d'y croire, Célia. Quelquefois, en fait, quand on est perdu comme ça, on est perdu entre ce qu'on voulait avant et ce qu'on a décidé de croire. Et puis, en fait, la situation, la relation change, mais on n'a pas envie de voir que ça a changé. Donc, on est toujours accroché à son projet, qui était ce projet-là, de l'épouser, de faire sa vie avec lui. Donc ça reste vivant. Vous voyez, votre projet, il est toujours là, il est toujours le même. Sauf que depuis, vos sentiments ont bougé, la relation a évolué, vous tenez plus autant à lui, vous agace, etc. Et toute cette réalité remet en cause votre projet. Donc ça crée, vous savez, c'est comme de l'orage, comme de la foudre, quand le nuage, il est trop chargé, vous voyez, en eau. Mais c'est le même principe à l'intérieur de vous. Et ça crée de la confusion. Ça crée de l'orage, ça crée des éclairs, ça fait un climat orageux. Et vous êtes là-dedans aujourd'hui. Donc, il faut reconsidérer que le projet que vous avez n'est plus valable, en fait. Renoncez à votre projet pour être plus libre par rapport dans votre vie. Et puis pour vous autoriser et vous pardonner. Là, alors je parlais de pardon tout à l'heure en introduction, il faut vous pardonner, Célia. Vous voyez, parce que là, vous êtes dans un mélange de culpabilité, de honte, de colère, d'agression, enfin tout ça se mélange. Mais oui, mais non, il n'y a pas de honte à avoir, Célia. Vous avez quoi? Vous avez 23 ans, c'est ça? Oui. Ben non, vous êtes une jeune fille, voilà, on est en 2013, vous avez des jolies convictions, des croyances, une religion, plein de belles choses qui vous portent. Bon, vous n'avez pas fait exactement comment vous vouliez faire, mais c'est pas rattrapable en passant en force, c'est rattrapable en acceptant que vous n'avez pas fait exactement, on va dire, c'est un écart, mais il faut savoir se pardonner. On ne fait pas que des choses bien dans la vie. On n'est pas des êtres parfaits. Hein. Il y a des moments où, on se trompe, on a des échecs, on fait des trucs moches, on fait pas ce qu'on a dit qu'on ferait, on est parjure à soi-même, on se trahit. Mais j'ai du mal à assumer, c'est surtout ça. Ouais. J'avoue que je me voile beaucoup la face, même pour mon entourage, je me voile beaucoup la face. Mais oui, je pense que ça m'aide pas. Non, ça vous aide pas. J'arrive pas à assumer du tout. Ouais, parce qu'il faut arriver à vous pardonner, Célia, que vous êtes une jeune fille. Faut vous dire que vous avez mis plein de foi dans cette histoire. Vous avez voulu y croire. Vous aviez ce joli projet de l'épouser, de vous donner à lui. Et puis voilà, les circonstances ont fait autrement. Une relation, elle est vivante, elle est pas figée. Et finalement, c'est pas ça. Et si c'est pas ça, Célia. Et vous accrochez pas, parce qu'en vous accrochant, vous créez de la tension. Et pardonnez-vous, il n'y a pas de honte à avoir. Vous restez la même, voyez vos valeurs et vos croyances, vos principes, et ils peuvent rester les mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait d'un jour de vivre quelque chose de très beau, d'être fidèle à un homme, de l'épouser. Oui, vous avez connu, ma foi, quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui arrivent, même, je comprends qu'il y a un principe religieux important pour vous, mais bon, c'est en même temps une connaissance que vous avez acquise sur vous-même, qui reste importante. Mais il ne faut pas continuer là-dedans, parce que c'est vous que vous abîmez, Célia, vraiment. Mais je ne sais même plus si je suis amoureuse, ou si c'est juste de l'habitude, ou si... Non, c'est votre projet. Vous êtes amoureuse de votre projet. Mais pas de lui, pas de l'homme. Sinon, vous ne seriez pas comme ça avec lui. Ouais, vous voyez, c'est le projet. Si vous aviez décidé que ce serait lui toute votre vie, vous seriez sa seule femme, vous seriez. Ça, dans ma tête, c'était vraiment. Oui. Des filles, quoi. Oui. Mais non, la vie on a décidé autrement. Elle vous propose autre chose. Et il va falloir être plus souple avec vous, Célia, parce que si vous passez en force. Je me suis un peu mis avec lui, pas par dépit, mais c'est vrai que je faisais le deuil d'une relation. Avant. C'était très dur et après je l'ai rencontré et j'ai peut-être voulu y croire aussi pour me dire qu'avec lui c'était bien terminé. Bien sûr, sans doute. Oui, quelquefois on se piège dans
dans ce qu'on choisit pour soi, en tenant pas forcément compte de qui est l'autre. Mais là, Célia, c'est important de tenir compte de vous, de ce que vous vivez. Il y a Jean-Luc qui dit, Célia, ne vous laissez pas détruire par la culpabilité. Il faut croire à l'amour, il est là, chacun a droit à une deuxième chance. Donc Célia, ne restez pas dans cette colère, parce que la colère que vous avez envers lui, elle est contre vous, là. Donc lâchez-la. J'ai l'impression vraiment qu'un jour je vais le tuer. Enfin, c'est vraiment... Là, on a passé une semaine récemment ensemble. Ça s'est vraiment bien passé au début de la semaine. Puis à la fin de la semaine, c'est comme si j'avais un dégoût. Je me réveillais à côté de lui, j'avais un dégoût. Dès le matin, je le frappais. Enfin, je me disais, je suis vraiment pas comme ça dans la vie. Mais dès le matin, j'arrivais à le frapper. Enfin, c'est dur quand même. Le matin, c'est un moment à partager. Enfin, voilà, je veux dire, c'est là, se réveiller, je le frappais. Alors qu'en début de semaine, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment... Puis là, j'arrivais, je le frappais. Et c'était... Ouais, je me rends vraiment... Ça prouve, Célia, que vous voyez sa présence ou le lien que vous avez avec lui active ça chez vous. C'est pas lui, hein, je parle du lien, de la relation, qui fait que comme elle vous va pas, ça active beaucoup de violence chez vous. Et du coup, c'est lui qui la reçoit. Manque de chance. Et en plus, comme il l'accepte, ça vous aide pas du tout. Parce que s'il vous imposait en vous disant ça suffit, maintenant tu arrêtes, etc., ça vous aiderait à contenir votre violence. Mais là... J'ai l'impression que je peux le manier. Des fois, je lui dis c'est fini. Après, le lendemain, il revient. Non, mais nous deux, c'est pas possible, c'est pas fini. La dernière fois, ça s'est fini. Et puis justement... j'ai eu l'impression qu'il était un peu manipulateur parce que justement pour me récupérer, il me disait mais c'est pas possible, de toute façon personne ne voudra de toi, enfin t'es foutu maintenant que tu l'as fait avec moi, c'est foutu, t'es ma femme. Et ouais, c'était... Ah ça c'est manipulateur, oui, c'est lié complètement, oui, ça je vous l'assure, oui. Mais après j'en ai reparlé et il m'a dit justement, il m'avait dit ça pour que je retourne avec, mais bon, bien sûr, ça m'a quand même... Ouais. Oui, donc vous êtes dans une relation un peu de dépendance que vous, à la fois vous l'avez créée et puis il la renforce, vous voyez. Mais ça, c'est pas très bon vraiment pour vous. Donc si vous trouvez le courage de le quitter, ce serait mieux, Célia, hein, vraiment. Donc pensez-y, d'accord ? Bon courage, Célia. Merci de nous avoir appelés. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir. Ah, allô ? Linda ? Oui, bonsoir. Oui, voilà, je croyais qu'on vous avait perdu. Bonsoir Linda. Bonsoir, je suis là. Alors, merci d'avoir pris mon appel. Oui, d'accord. Alors, en fait, moi, je vous ai envoyé un mail parce que j'ai un problème avec ma famille, avec mes parents. Oui. En fait, voilà. Moi, je viens de terminer mes études et puis peut-être pour continuer, je dois déménager. Et puis en même temps, j'ai mes parents qui sont malades. Ma mère a un cancer des poumons. Oui. On le sait depuis quelques mois. Et depuis Pâques. Et mon père, il a un problème de vue. Il est malvoyant. Et en même temps, il va pas bien. Enfin, il veut pas se soigner. Il mange pas. Il veut pas manger. Il est toujours hyper triste. Et puis depuis très longtemps, il a des problèmes de violence aussi. Et voilà. C'est compliqué tout ça, hein, Linda. Ouais. C'est ça. Ouais, pour vous, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Et en même temps, j'ai mon frère qui va pas bien non plus, qui a une maladie psychiatrique et qui veut pas prendre. Et la semaine dernière, j'avais un conflit avec lui parce que, en fait, il est suivi par un psychiatre, mais il prend son traitement de façon très irrégulière. Et on voit vraiment la différence dans son comportement entre quand il prend son traitement et pas. Et du coup,
je sais pas, je sais que je dois pas trop me mêler des histoires de mon frère, mais j'essaye d'être un petit peu, de lui dire qu'il faut le prendre quand même, parce que je le vois bien et il peut pas supporter que je me mêle de sa vie, et en même temps, quand il le prend pas, il fait beaucoup de problèmes à mes parents, et moi, arrange... du coup, je suis... Ah oui, ça arrange pas vos affaires non plus avec vos parents. Du coup, je comprends, Linda. Tout se mélange. C'est un peu lourd quand même de porter tout ça avec au moment où vous terminez vos études et vous vous lancez dans vos projets, en fait. Hein. Oui, et ça fait trop longtemps que ça dure. Et depuis, c'est pas, quand j'étais adolescente, avant, il était violent et je me rendais pas trop compte. Et un jour, il a fait une grande crise quand j'avais 16-17 ans. Votre papa? Oui, ouais. Avec mon père. Et c'est devenu, c'est entré comme ça, la violence tout à coup dans ma vie. Et c'est jamais vraiment sorti. Ah ouais. Et j'ai vraiment, chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, je revis toujours. Oui, comme un trauma. Ouais. Et par exemple, hier, je suis allée chez eux. Oui. En fait, je peux pas m'empêcher d'aller chez eux parce que j'ai l'impression que je peux contrôler un peu. Oui. Mais en même temps, je contrôle rien. J'étais chez eux et ma mère parlait avec une de ses nièces au téléphone. Mon père la déteste, cette nièce. Et quand il a entendu que c'était elle, tout de suite, il a sauté sur le téléphone pour empêcher ma mère. Moi, je voulais qu'elle soit tranquille, alors j'ai essayé d'intervenir et ça a fait une grande histoire. Et puis, il a commencé à être très énervé et je suis partie tout à coup. Et parce que je veux pas supporter ça, quoi. Oui. Mais en même temps, en fait, quand on n'est pas là, si je suis pas là, je vois pas, mais je suis là quand même. Oui, vous voulez dire que quand vous n'êtes pas là, vous êtes inquiète de qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là, si c'est pas pire. C'est encore pire, presque pire peut-être. Ouais, vous vous sentez coincé entre quand je suis là, je supporte pas, mais quand je suis pas là, je supporte pas non plus. Enfin, vous savez, cette situation, quoi que je fasse, je suis coincée. Ouais. Oui, je comprends, Linda. Mais en fait, oui, ce qui vous coince, c'est bien sûr la loyauté. Vous parliez de contrôler, mais quand on a des parents malades, entre guillemets, enfin même psychiquement, avec des soucis, et qu'on en a conscience en étant, comme vous, une jeune fille avec la tête sur les épaules, on voudrait les soigner, mais vous pouvez rien faire, Linda. Vous pouvez absolument rien faire, et c'est surtout, vous avez raison d'avoir ce désir, en tout cas, de vous protéger, parce que vous avez votre vie devant vous à construire, et que là, vous risquez d'être prise en étau entre finalement tous les membres de la famille comptent un peu sur vous pour aller mieux. Vous voyez, vous êtes un peu l'élément médicament du frère, du papa, de la maman, mais vous êtes aussi le paratonnerre. Vous voyez, sur les maisons en cas d'orage, on met des paratonnerres. Ça attire la foudre et ça évite qu'elle tombe sur la maison. Vous faites office de paratonnerre, sauf que vous n'êtes malheureusement pas. Non, ça marche pas, parce que vous êtes un être humain et que c'est dangereux pour vous. Vous voyez, ça marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Et heureusement que ça marche pas. Vous voyez, parce que si ça marchait, vous seriez en grand danger pour plus tard. Alors là, c'est bien que vous appeliez, que voilà, vous avez 23 ans, c'est ça, Linda? 24 ans? 26. Et que vous ayez conscience à votre âge de la situation et le recul que vous en avez, c'est déjà formidable. C'est important pour vous, parce que c'est une protection. Oui, c'est vrai que maintenant je sais bien que c'est... moi, je peux pas faire grand-chose. Je sais que moi, j'ai essayé depuis... pendant 5-6 ans, j'essayais de convaincre ma mère de s'en aller. Maintenant, il est malvoyant et il voit presque plus rien. Elle est malade. J'ai aucune chance qu'elle s'en aille. Si elle avait voulu partir, elle serait partie depuis longtemps. Bien sûr. Quand c'était plus facile matériellement. Mais du coup, je sais pas. Je m'en veux un peu aussi de mon comportement avec eux, parce que c'est pas si j'essaye d'être bien, mais je sais pas, quand mon père s'énerve,
en fait, ma mère, elle a un petit peu une attitude un peu bizarre. C'est que, je sais pas si c'est bizarre, mais elle lui en veut beaucoup. Alors, quand il lui arrive quelque chose de négatif, elle est très contente. Par exemple, il a eu un souci dernièrement. Du coup, elle est très contente. Puis moi, ça m'énerve parce que je me dis, mais comment tu peux rester avec lui si tu l'aimes pas? Enfin, je me sens pas bien avec ça. Du coup, je m'énerve contre elle. C'est une situation qui est hyper emmêlée. On s'en sort pas. Ouais. Mais vous en voulez de quoi, Linda? Je sais pas, par exemple, je m'énerve contre ma mère parce que parfois il est pas si mal lui, et puis elle est agressive avec lui. Je sais que ça va mal tourner, mais elle le cherche un petit peu, et puis en même temps, moi je m'énerve contre elle, mais je sais que quand même elle est malade, c'est grave son problème. Ouais. Je peux pas m'énerver contre quelqu'un qui est malade comme ça, et puis je sais pas, ça m'énerve pas. Mais en fait, non, mais c'est un peu normal que vous leur en vouliez tantôt à l'un, tantôt à l'autre, de créer cette tension pour vous, voyez, qui êtes leur fille. Mais dites-vous bien qu'ils ont ce qu'on appelle un bénéfice secondaire à être là-dedans. C'est-à-dire que chacun y trouve son compte dans la bagarre. Voyez, chacun règle un compte avec lui et avec l'autre, et qu'il y a toujours dans ces formes d'agression comme ça dans un couple, chacun en tire, même si c'est un bénéfice négatif, mais c'est quelque chose qui lui sert souvent à considérer qu'il a raison de croire ce qu'il croit. Donc si votre mère considère que c'est un incapable ou j'en sais rien, elle va tout faire ou tout dire ou tout montrer dans cet axe-là. Et lui, s'il considère que ça et ça va pas, pareil, il va faire pareil. Donc, vous voyez, c'est les croyances qui piègent les gens, et vous n'avez pas d'action là-dessus, et vous ne devez pas en avoir parce que c'est à eux, c'est pas à vous. Et de la même façon que je disais tout à l'heure à Christine de se protéger des agressions verbales de son mari, de la même façon, j'ai envie de vous dire à vous, Linda, de laisser à vos parents ce qui leur appartient. C'est pas à vous. C'est pas à vous, c'est leur histoire de couple, leur petite griffure, leurs agressions, c'est pas à vous. Voyez, donc rentrez pas là-dedans et ne ressentez pas, vous ne pouvez pas vous sentir ni coupable ni responsable d'ailleurs pour le coup. Vous voyez, alors là c'est ni votre responsabilité ni votre culpabilité. Et lâchez, voilà. Brigitte qui dit: pourquoi seriez-vous l'infirmière de toute la famille? Travailler ailleurs ne vous empêcherait pas de revenir voir vos parents et vous dégagerait de cet imbroglio insupportable. Et puis Olivier le patrouilleur qui dit: ce climat est très toxique, mais Linda ne peut pas être leur infirmière à tous. Il y a des structures pour les prendre en charge. Oui, ils n'acceptent pas. Ils sont pas très OK pour être soignés, vraiment. Tant pis, s'ils arrivent à se débrouiller, qu'ils se débrouillent, vous voyez. Mais Linda, il faut, comme dit Jean-Luc, vous protéger, votre vie vous appartient, il faut suivre votre chemin. C'est très important. Et ce n'est pas, pour le coup, égoïste, c'est construire votre vie d'adulte. Malheureusement, là, l'émission se termine et j'ai pas trop le temps, mais je vous promets que demain soir, je vous parlerai de l'importance, même si ça peut choquer certaines oreilles, de la trahison. Je vous parlerai de ça parce que quelquefois, il faut savoir trahir, Linda. Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Mais trahir, quelquefois, c'est trouver un chemin de liberté. Oui, mais j'aimerais vrai. En fait, c'est bête, mais j'arrive pas à débarrasser de... Je sais pas, c'est normal. Soit heureux. Mais oui, c'est normal, Linda. Vous êtes toute jeune et vous avez tellement, comme vous dites, c'est joli. Vous souhaitez tellement qu'il soit heureux. Et toute jeune fille, tout jeune homme souhaite que ses parents soient heureux et voilà, et qu'on soit pas dans les tourments. Donc c'est normal. Voyez, ce que vous ressentez, cette confusion, cette tristesse, cette colère, cet agacement, tout ça est très très normal, Linda. Donc apaisez-vous par rapport à ce que vous ressentez en tout cas. Ça c'est juste, vous voyez. Yannick qui dit: quelle vie tourmentée, pensez d'abord à vous, l'avenir de vos parents ne dépend pas de vous, à eux de prendre les décisions, préparez votre vie, vous avez tout à faire et à créer. Bon courage Linda, bon courage à vous et merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit.
Voilà, il est 1h sur Europe 1. Merci pour cette belle soirée en votre compagnie. On se retrouve demain 23h. Et le Flash vous est présenté par Loïc Loury. Bonsoir Loïc. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.